Wow. 16 000 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de Californie? Floride? De New York? Eh bien, ça, c'est les plus faciles. Colorado, peut-être? Indiana? Ah, je crois que j'ai compris. Le Montana? Le Texas? Vous êtes ici avec une présence record. Vous venez des deux rives de l'Amérique, de toutes les régions de ce grand pays, et vous êtes là à un moment extrêmement grave. Vous êtes ici pour dire au monde que les rapports qu'on vous fait sur les détériorations des relations israélo-américaines ne sont pas seulement prématurées, mais totalement fausses. Vous êtes ici pour dire au monde que notre alliance est plus forte que jamais. Et à cause de vous, grâce à vous et des millions d'autres comme vous à travers ce grand pays, ces liens vont encore se renforcer davantage dans les années à venir. Merci Bob Cohen, Michael Castle, Howard Core et tous les leaders de l'EPAC. Merci à vous tous. Merci pour votre travail inlassable pour renforcer le partenariat entre Israël et les États-Unis. Je voudrais remercier tout particulièrement les membres du Congrès, sénateurs républicains et démocrates. J'apprécie profondément votre soutien inlassable pour Israël, année après année. Vous avez notre gratitude éternelle. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de notre émission Le Grand Jeu. Vous le savez, nous sommes au cœur de la géopolitique mondiale. C'est une coproduction Afrique Média et EOD TV avec, comme d'habitude, la grande collaboration de notre correspondant international et patron d'EOD TV, Luc Michel, qui nous apporte de son expertise dans cette émission. Ensemble, nous dévoilons les visions des géopolitiques rivales qui viennent de partout dans le monde, qu'elles viennent de Bruxelles, Washington, Paris, Pékin ou encore de n'importe quel coin de l'Afrique, nous en parlons. Notre émission aujourd'hui est consacrée aux relations, au dossier du nucléaire iranien et la relation américano-israélienne au cœur de l'actualité brûlante. Retrouvons très rapidement donc Luc Michel à Bruxelles pour une première partie de l'analyse. Luc Michel, avec vous, nous abordons ici la question du nucléaire iranien, sujet extrêmement complexe avec un arrière-plan géopolitique encore plus complexe. Bachir, la question du nucléaire iranien, elle en pose une qui est beaucoup plus importante encore, c'est la question des rapports entre Israël et les États-Unis. Est-ce que ce sont les États-Unis qui se servent d'Israël comme un porte-avions US au Proche-Orient, ou est-ce au contraire Israël qui a réussi à parasiter la politique internationale américaine au Proche-Orient? Ça, c'est la question. Je vais vous y répondre, évidemment. Il y a effectivement des divergences très importantes actuellement, non pas entre les États-Unis et Israël, mais entre Israël, où la position politique vis-à-vis de l'Iran est constante et partagée par quasiment toutes les forces politiques israéliennes, à l'exception de l'extrême gauche, et l'administration Obama et une petite fraction de l'appareil du Parti démocrate aux États-Unis. En Israël, le problème ne se pose pas parce que il y a ce que j'ai appelé déjà il y a plusieurs années la likoudisation de la politique israélienne, c'est-à-dire que la politique israélienne est gouvernée par une majorité politique
qui comprend l'extrême droite religieuse, qui comprend la droite radicale sioniste, celle du Likoud, qui est l'héritier donc de ce qu'on appelle le sionisme dit révisionniste d'extrême droite de Jabotinsky dans les années 30, c'est-à-dire la version sioniste du fascisme. Jabotinsky était un grand admirateur de Mussolini qui l'a financé et avait également des accords d'ailleurs contre les organisations juives européennes avec le Troisième Reich. Ça a duré très longtemps, jusqu'au milieu de la guerre mondiale, jusqu'en 1944. Aux États-Unis, le problème n'est pas le même, mais un facteur divergent est arrivé, c'est-à-dire l'existence d'un puissant lobby que certains appellent juifs et d'autres pro-israéliens. Je vais m'en expliquer. Mais Luc Michel, pourquoi ces divergences au cœur même de la politique internationale américaine concernant l'Iran? Aux USA, il y a toujours eu dans la politique internationale, la diplomatie, le monde politique américain, deux pôles bien différents. Un pôle tout d'abord pro-chiite, que symbolise un homme qui n'est quasiment pas connu du grand public, c'est Zamed Khalilzad, c'est un Afghan naturalisé américain, c'est l'homme qui a défini la politique américaine, non seulement en Afghanistan, mais en Irak et en Syrie et au Liban, depuis maintenant près de 20 ans. Khalilzad a été notamment le super ambassadeur américain en Irak après la chute de Saddam Hussein, et il est l'auteur, l'inventeur de la fameuse théorie qu'on appelle du croissant chiite, c'est-à-dire de diviser le monde arabe sunnite en y implantant un grand axe reprenant l'Iran, la Syrie qui est jugée à tort selon moi comme un État chiite, et les fractions chiites du Liban. L'autre pôle de la politique américaine, évidemment, c'est celui des fameux néoconservateurs notamment, c'est celui de la majorité du Parti républicain, mais aussi d'une grande partie du Parti démocrate et du lobby pro-israélien qu'on appelle l'AIPAC aux États-Unis. C'est un axe anti-iranien où il s'agit d'empêcher l'Iran d'émerger comme une grande puissance de l'Iran. Disons, pour résumer, que de l'effondrement de l'Irak de Saddam Hussein et de l'opération en partie ratée du printemps arabe est en train d'émerger une grande puissance régionale iranienne qui tente de s'imposer durablement. C'est au milieu de tout ça que prend place la question du nucléaire iranien. Ajoutons une dernière chose, c'est que les partisans d'un axe chiite au sein du monde arabe sont aussi les partisans de ce qu'on appelle, c'est un terme qui est issu de la guerre froide, on parlait d'un condominium américano-soviétique issu depuis Yalta, sur le contrôle de l'Europe après 1945, eh bien, on parle d'un condominium américano-iranien sur des pays comme l'Irak ou l'Afghanistan, puisque à la fois Téhéran et Washington, pour des raisons évidemment totalement différentes, soutiennent les gouvernements en place. Les partisans d'une solution pas nécessairement pacifique, mais apaisante et d'équilibre au sein de l'administration Obama, ce sont évidemment, il faut quand même s'en rendre compte, ce sont ceux qui veulent un accord au moins provisoire sur le nucléaire civil iranien, de façon à ralentir l'Iran dans le développement de sa technologie nucléaire et l'empêcher, à court terme en tout cas, de pouvoir accéder. L'Iran dit qu'il n'en veut pas, mais d'accéder au nucléaire militaire. Il faut savoir que les technologies sont sœurs ou parallèles et que le nucléaire civil, notamment par l'enrichissement de l'uranium, donne directement accès à la technologie du nucléaire militaire, en sachant que déjà l'Iran, c'est un des arguments évidemment de ceux qui veulent un accord sur le nucléaire civil, est déjà une grande puissance technologique dans la technologie des missiles balistiques intercontinentaux. On remarque tout de même qu'il y a un grand absent à la table des négociations de Vienne, c'est bien précisément Israël.
La deuxième position, c'est celle des Israéliens. Les Israéliens, que veulent-ils? C'est rester la seule puissance nucléaire du Proche-Orient. On est là dans une hypocrisie fondamentale, puisque Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, ne se reconnaît pas, ne s'avoue pas être une puissance nucléaire, mais on sait qu'ils le sont depuis déjà la fin des années 60. La bombe israélienne, elle a été fournie par les Français avec l'aide des Américains. Le gouvernement français, dès la fin des années 50, puisque ce n'est pas De Gaulle qui a commencé les recherches sur la bombe, mais la 4e République, considérant que la sécurité d'Israël nécessitait une bombe atomique israélienne. Israël est depuis devenu une grande puissance nucléaire régionale, qui n'est pas tournée comme la puissance américaine, chinoise ou russe, vers des frappes intercontinentales, mais vers des frappes régionales. On estime qu'il y a entre 200 et 400 têtes nucléaires israéliennes. Ils sont en partie sur des mirages du même type de ceux qui transportaient, il y a encore quelques années, la bombe française, donc les avions chargés de pratiquer une frappe si la France était attaquée. Et également, c'est ce qui est encore plus dangereux, ils sont installés sur des sous-marins de poche de la classe Dolphin. Ce sont des U-boats allemands qui ont été fournis par le gouvernement de Mme Merkel, quasi clandestinement, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, le magazine Der Spiegel, qui déteste Mme Merkel, révèle le tout photo à l'appui. Les têtes nucléaires sont placés sur ces sous-marins Dolphin, ils sont placés sur des missiles de croisière de type Kreuz américain modifiés. Cela veut dire qu'il y a plusieurs têtes nucléaires sur chaque missile de croisière. Vous savez qu'un missile de croisière vole au ras du sol ou des eaux, il n'est pas détectable par les radars, et ces sous-marins de poche se déplacent en permanence dans la Méditerranée. On pense, les amis d'Israël, dans la Méditerranée orientale, côte du Liban ou d'Israël, mais rien ne les empêche de naviguer au large des côtes italiennes, françaises, libyennes, algériennes, etc. La puissance nucléaire israélienne, c'est donc une puissance de terreur, c'est la terreur nucléaire, et ça marche évidemment si Israël est le seul à détenir, en tout cas dans les États de la ligne de fond du Proche-Orient, la bombe nucléaire. Une Syrie ou un Irak ou un Iran aujourd'hui détenant l'arme nucléaire, la capacité, si Israël frappe, d'annihiler Israël, qui est un tout petit pays sans profondeur stratégique, ça rendrait la stratégie de la terreur nucléaire israélienne complètement obsolète. C'est ça donc qu'il faut comprendre. La politique israélienne, ça a donc toujours d'empêcher l'accession d'un pays arabe ou musulman à la technologie nucléaire. Luc Michel, juste pour savoir, est-ce que c'est cela qui explique la politique israélienne vis-à-vis de ses voisins arabes ou musulmans, bien sûr en matière du nucléaire? Le Pakistan ne dérange pas Israël parce que c'est un allié étroit des Américains et que sa capacité nucléaire est, on peut dire, sous contrôle américain. Par contre, l'Irak de Saddam Hussein est devenu une cible prioritaire des Israéliens dès qu'il a été en mesure de se doter de l'arme nucléaire. En violation des lois internationales en 1980, les Israéliens ont lancé un grand raid en violant l'espace aérien de plusieurs pays arabes, et ils ont frappé le réacteur nucléaire Osirak, qui aurait dû donner en 1982 la bombe atomique arabe à Saddam Hussein. Ça a été terminé. Les Français qui avaient directement indiqué la cible aux Israéliens, qui ont été d'une duplicité terrible, en même temps qu'ils prenaient l'argent de Saddam Hussein pour construire Osirak, n'ont plus jamais accepté de fournir un deuxième réacteur. Et vous savez, Bachir, qu'en géopolitique, on dit que lorsqu'un pays déchoit de son rôle, un autre pays assume ce rôle. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le rôle qu'assurait Saddam Hussein d'ennemi principal d'Israël et de puissance régionale dangereuse, il est aujourd'hui assumé par son vieil ennemi.
qui est l'Iran. On voit ça souvent dans l'histoire, Bachir. On a vu par exemple le rôle de la puissance continentale européenne centrale, qui était celui de l'Allemagne sous le Deuxième Reich et le Troisième Reich, à partir de 1942, devenir celui de l'Union soviétique de Staline, qui était le principal ennemi d'Hitler. C'est ça la géopolitique. La géopolitique attribue, en raison des conditions géographiques et des rapports de force, attribue un rôle aux États, et lorsqu'un État déchoit, un autre le fait. Il s'agit donc pour les Israéliens d'empêcher l'accession de l'Iran, non seulement au nucléaire civil complet, mais évidemment à la capacité du nucléaire militaire. Israël ayant acquis clandestinement sa bombe prête les mêmes intentions qu'elle a eues à l'Iran évidemment, et donc nous sommes dans une relation de conflit. À cela s'ajoute une dernière chose, c'est que le temps tourne contre évidemment Israël. Le rapport de force est en train de s'inverser, l'Iran renforce sa puissance, l'axe de la résistance avec la Bachar el-Assad qui résiste en Syrie, avec le Hezbollah qui résiste au Liban, fait que l'Iran a une capacité géopolitique de puissance très importante. Et dernière chose, c'est le rôle de la Russie. La Russie, jusque maintenant, a eu une position assez neutre. C'est dû à quelque chose qui va un peu rappeler la politique américaine. Il y a des centaines de milliers de juifs russes qui ont émigré en Israël. Ils ont conservé la plupart du temps leur passeport soviétique et beaucoup d'entre eux votent aux élections russes. Et donc, Poutine doit ménager cette communauté qui est très puissante et qui est très influente économiquement dans la Russie. Mais c'est en train de changer. Au fur et à mesure que les Américains veulent revenir à la guerre froide et que la confrontation entre les États-Unis et la Russie se concrétise et se renforce, Poutine a de plus en plus tendance à se rapprocher évidemment des ennemis des Américains, et il y a pour le moment une véritable lune de miel entre la Russie de Poutine et Téhéran. On parle notamment de la fourniture à Téhéran de missiles de défense antiaérienne plus performants que les S-300. Voilà, on va marquer une petite pause dans nos analyses pour vous proposer cet extrait de Benjamin Netanyahou. C'était lors de son discours au congrès de l'AIPAC à Washington le 4 mars dernier, dont vous avez d'ailleurs suivi un petit extrait en ouverture de cette émission. On va pour cela remercier nos confrères de I24 pour leur collaboration. Il y a ici parmi nous encore de grands amis d'Israël, l'ancien Premier ministre d'Espagne, José María Aznar, et depuis le mois dernier, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, Monsieur John Baird. Merci à vous deux pour votre soutien. Vous êtes deux grands défenseurs d'Israël et deux grands défenseurs de la vérité. Je voudrais aussi saluer l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, pour votre profonde et véritable amitié et pour l'extraordinaire travail que vous faites en représentant les États-Unis en Israël. Et je voudrais saluer aussi les deux Ron, l'ambassadeur Ron Prosor pour l'excellent travail qu'il fait aux Nations Unies en un forum extrêmement dur. Ron Prosor, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et je voudrais saluer l'autre Ron, un homme qui sait comment travailler, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer.
Et je vous amène aussi des nouvelles que vous avez peut-être déjà entendues. Voyez-vous, je vais faire un discours demain au Congrès. Vous savez, on n'a jamais tant écrit sur un discours qui n'a pas encore été prononcé. Et je ne vais pas parler aujourd'hui contenu de ce discours, mais je voudrais dire quelques mots sur l'objectif ou la raison d'être de ce discours. D'abord, il faut clarifier ce que n'est pas l'objectif de ce discours. Mon discours n'a pas pour intention de me montrer disrespectueux d'une quelconque manière contre le président Obama ou son administration. J'ai beaucoup de respect pour les deux. J'apprécie profondément tout ce que le président Obama a fait pour Israël dans la coopération sécuritaire, le partage des renseignements, le soutien à l'ONU et beaucoup d'autres choses que, comme Premier ministre d'Israël, je ne peux pas vous dévoiler parce que cela reste dans le cadre des informations confidentielles entre un Premier ministre israélien et un président des États-Unis. Je suis profondément reconnaissant pour tout ce qui a été fait. Pour tout ce soutien. Mon discours n'a pas pour intention non plus de jeter Israël dans l'arène des débats des États-Unis. Mais notre alliance va croissante décennie après décennie et cela, c'est parce que ça a été toujours défendu par les deux parties et c'est comme cela que cela doit rester. Tant les démocrates, les présidents démocrates que les présidents républicains ont travaillé avec des partenaires des deux partis des sénateurs du Congrès pour coopérer avec Israël, entre nos deux pays, pour coopérer, travailler de concert. Ils ont donné une aide militaire extraordinaire à Israël et tout ce qui concerne la défense des missiles, et nous avons vu l'été dernier combien cela est important. Travaillant de concert, ils ont permis à Israël de devenir le premier partenaire de commerce d'Israël dans les dernières années et son premier partenaire stratégique l'année dernière. Ils ont soutenu Israël pour se défendre dans les temps de guerre et dans nos efforts afin d'arriver à une paix durable avec nos voisins. Travailler ensemble a permis de renforcer Israël, travailler de concert a permis de renforcer notre alliance. C'est la raison pour laquelle la dernière chose que quiconque veut soutenir Israël, la dernière chose que je souhaiterais, c'est qu'Israël devienne partie d'un problème. Et je regrette que certaines personnes aient mal compris ma visite ici cette semaine en venant ici. Israël a toujours été partie intégrante et un partenaire pour les débats et le restera toujours. Mesdames et messieurs, voilà, merci donc à la régie pour cet extrait et à nos confrères de I24. Nous revenons pour, n'est-ce pas, reprendre notre analyse avec cette fois-ci Luc Michel, l'actualité brûlante. C'est donc le voyage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis d'Amérique et la politique américaine. On s'interroge, Israël peut-il influencer de manière radicale cette politique ? Et nous en arrivons, Bachir, à ce qui va être ma conclusion. Je vais vous répondre à la question. Qui dirige vraiment la politique internationale américaine au Proche-Orient? C'est l'actualité, le grand show de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui s'est invité sans l'aval de l'administration Obama aux États-Unis, qui a pris la parole à deux endroits stratégiques. Le premier, c'est au congrès précisément du lobby israélien, le fameux AIPAC,
l'American Israeli Public Affairs Committee, et ensuite qui a pris la parole au Congrès des États-Unis. Qu'est-ce qu'est venu faire Netanyahou? Il est venu rappeler qui dominait, qui était le patron de la politique américaine, pas Obama, mais précisément l'AIPAC. L'AIPAC, qu'est-ce que c'est? Vous savez que la politique américaine s'est peu intéressée à la politique israélienne jusque la guerre des 6 jours. À la guerre des 6 jours, Israël devient la grande puissance régionale, ça devient une puissance géostratégique, militaire et géopolitique, et les Américains s'en rapprochent, mais les Israéliens, forts de l'immense, la très grande minorité juive aux États-Unis, je vais vous donner un exemple, il y a plus de juifs dans la seule ville de New York que dans tout l'État d'Israël. Eh bien, le lobby s'est créé, c'est l'AIPAC. Au début, dans les années 80, l'AIPAC se présentait ouvertement d'ailleurs comme un lobby juif. Vous savez que je suis ça depuis très longtemps. J'ai dans mes archives, par exemple, des revues de mouvements sionistes belges du milieu des années 80. J'ai notamment une revue, la revue Regard du Centre communautaire laïque juif, qui avait fait en 1985 un numéro spécial. La couverture, c'est le Capitole, et dessus, il est mis le lobby juif aux États-Unis. Mais ils se sont rendus compte que c'était péjoratif, que ça donnait évidemment naissance à un antisémitisme, et donc ils se sont rebaptisés en lobby pro-israélien. L'AIPAC, c'est quoi? C'est une puissance financière, une puissance médiatique, et c'est le contrôle à la fois de la plupart des élus américains et des élections américaines. Pour avoir une chance d'être élu, il faut être adoubé, il faut avoir l'aval de l'AIPAC, il faut donc aller au congrès de l'AIPAC, faire allégeance à la politique sioniste et israélienne, soutenir Israël. Tous les candidats à la présidence l'ont fait depuis 20 ans, les principaux candidats aux élections, et évidemment, l'AIPAC détermine la politique non seulement par le soutien aux futurs sénateurs ou aux futurs congressmen, mais aussi parce que le vote juif qui existe aux États-Unis permet évidemment, contrôle l'élection non seulement du président des États-Unis à New York et dans l'État de Floride qui sont des votes importants, mais aussi l'élection des maires et des gouverneurs de grandes villes comme New York, etc. Vous comprenez alors pourquoi au début du congrès de l'AIPAC, il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou a longuement, pendant plusieurs minutes, appelé les électeurs juifs ville par ville pour les saluer, longuement applaudi. Il rappelait que c'était l'AIPAC, le vote juif, qui contrôlait la politique américaine, alors qu'ils sont une extrême minorité. Je voudrais encore vous dire deux choses là-dessus que je ne sois pas mal compris. Si le vote juif est une réalité aux États-Unis et se présente comme tel sociologique et politique, en France, par exemple, c'est un fantasme. L'électorat juif en France, qui représente environ 700 000 personnes, il se répartit sur la plupart des candidats. Il faut donc pas tomber dans la vision complotiste ou antisémite de l'histoire. C'est une réalité, comme dans certains États américains, il y a un vote arabe ou un vote chinois, c'est le cas de San Francisco ou de Los Angeles, par exemple. Luc Michel et Barack Obama face à l'AIPAC, quelle est sa position? L'AIPAC, donc, a rappelé sa puissance. Obama s'en est peu préoccupé pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il est au terme de son deuxième mandat, il n'a plus à se préoccuper de sa réélection, et secondement, celle qui va être probablement la candidate du Parti démocrate aux prochaines élections, qui est Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, on est une fois de plus dans une de ces grandes oligarchies dynastiques bourgeoises, eh bien elle est détestée par Obama. Elle vient de publier un livre de souvenirs très injurieux pour Obama, et donc je pense qu'avec un certain sourire, il serait très satisfait de faire perdre les démocrates sur cette issue. Je vous ai donc maintenant, Bachir, répondu à la question qui dirige vraiment la politique américaine au Proche-Orient. C'est un lobby qui n'existait pas il y a 30 ans et qui s'appelle l'AIPAC, comme vient de le rappeler Benjamin Netanyahou, de façon spectaculaire. Voilà, on va marquer encore une toute petite pause, une pause de quelques secondes pour proposer à nos téléspectateurs à présent un extrait cette fois-ci du discours de Benjamin Netanyahou, c'était aux Nations Unies, discours anti-iranien. On va l'écouter, c'était il y a 2 ans.
So how much enriched uranium do you need for a bomb? And how close is Iran to getting it? Well, let me show you. Brought a diagram for you. Here's a diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. And Iran has to go through 3 stages. The first stage, they have to enrich enough low enriched uranium. The second stage, they have to enrich enough medium enriched uranium. And the third stage and final stage, they have to enrich enough high enriched uranium for the first bomb. Where's Iran? Iran's completed the first stage. Took them many years, but they completed it, and they're 70% of the way there. Now they're well into the second stage. And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Ladies and gentlemen, what I've told you now is not based on secret information. It's not based on military intelligence. It's based on the public reports of the International Atomic Energy Agency. Anybody could read them. They're online. So if these are the facts, and they are, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb, before Iran gets to a point where it's a few months away or a few weeks away from amassing enough enriched uranium to make a nuclear weapon. Merci à la régie donc pour cet autre élément très démonstratif. Alors, Luc Michel, parlons à présent de la géopolitique de l'Iran proprement dite. Sur quoi repose-t-elle et puis quels sont ses fondamentaux? Bachir, il y a un principe de base en géopolitique, c'est que les régimes politiques, les systèmes politiques passent, mais que les États et les peuples restent. En ce qui concerne l'Iran, c'est quelque chose qui s'applique peut-être encore plus que dans d'autres cas, tout simplement parce que l'Iran, c'est une histoire plusieurs fois millénaire. Il y avait déjà un empire perse qu'a détruit Alexandre le Grand. La Perse a été la grande rivale de Rome avec les empires parthes et puis sassanides. Et ça a continué. On ne va pas refaire l'histoire parce que nous n'en avons pas le temps, mais il y a comme fondement de la géopolitique iranienne, il y a au sein du peuple iranien un grand sentiment impérial. C'est quelque chose que l'on ne trouve que dans les cas russes et américains. Dans les cas russes, parce que la Russie a aussi une tradition impériale bientôt millénaire, et parce que les Américains, avec leur idéologie de la Manifest Destiny, se sentent une grande puissance, non pas impériale, mais impérialiste, avec une volonté de dominer le monde. Pour comprendre la géopolitique de l'Iran moderne, il faut comprendre la révolution géopolitique qu'a été la révolution islamique de 1979-80, qui a été réalisée autour de l'imam Khomeini. Avant, l'Iran du Shah, l'Iran de la dynastie des Pahlavis, qui était un État, un régime politique récent, puisqu'il n'y a eu que 2 chats de cette dynastie, eh bien,
était entièrement intégré au système occidental. Le Shah d'Iran était, avec l'Arabie saoudite, le principal allié des Américains dans la région du Golfe, et c'était aussi un des principaux alliés du front géopolitique et diplomatique qu'Israël avait construit avec les régimes pro-occidentaux de la région. Avec l'arrivée de la révolution islamique, tout ça bascule et l'Iran devient un État opposé aux Américains et encore plus opposé à Israël. On en arrive, parce que je ne vous donne que les données essentielles, à l'époque moderne. En 2008, lorsque les géopolitologues examinaient l'Iran, ils constataient que c'était un État qui était mal parti. Un État isolé notamment par la politique des sanctions américaines liées au nucléaire iranien, et isolé également dans la région avec peu d'alliés, et enfin avec une très forte opposition intérieure. Et il faut quand même savoir qu'à l'occasion des précédentes élections qui ont eu lieu en Iran à 2 reprises, les Occidentaux, avec leur appareil d'organisation de changement de régime, ont tenté une révolution de couleur en Iran qu'on a appelée la révolution verte. Au milieu de tout ça, il y avait seulement, peut-on dire, mais aussi une situation géopolitique particulière en ce qui concerne l'Irak et l'Afghanistan. Il y avait en effet un condominium irano-américain sur ces 2 États, ces 2 pays, qui est toujours en place. La notion de condominium, elle est issue directement de l'ordre de Yalta en 1945, et elle a été utilisée pour la domination conjointe entre 1945 et jusque la chute de l'Union soviétique, la domination conjointe des Soviétiques et des Américains sur l'Europe et une partie de la Méditerranée, une partie de l'Eurasie, du Caucase, etc. Les gouvernements qui sont en place, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, en Irak après l'agression américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein, en Irak après l'invasion occidentale de 2002, ce sont des gouvernements qui sont soutenus à la fois par Washington et Téhéran pour des raisons qui sont évidemment totalement différentes. L'un des artisans de cette situation, ça a été, j'en ai déjà parlé dans cette émission, ça a été Khaled Khalilzad, qui a été l'architecte de la politique américaine en ce qui concernait cette zone du Proche-Orient. Mais Luc Michel, depuis quelque temps, on a quand même l'impression que la situation a, semble-t-il, évolué en faveur de Téhéran. Depuis, la situation a profondément évolué. Et on peut dire que d'une situation chaotique et conflictuelle, l'Iran a tiré son épingle du jeu. Pas encore définitivement, mais c'est en cours. Tout d'abord, elle a été une des bénéficiaires de la grande vague de régimes qu'ont lancé les Américains sous le prétexte d'un soi-disant printemps arabe. Et l'échec du printemps arabe en Syrie, la Syrie alliée de Téhéran où Bachar el-Assad n'a pas chuté, l'échec dans d'autres pays ont fait que la puissance régionale iranienne a émergé de ce chaos. La situation, la dégradation, l'implosion de l'État irakien et l'émergence de Daesh servent aussi involontairement l'Iran. Enfin, l'Iran profite d'une situation qui n'est plus régionale mais qui est de plus grande ampleur, c'est l'évolution de la confrontation entre les USA et la Russie, confrontation voulue par les Américains et le bloc atlantiste. Au fur et à mesure que la Russie se confronte aux États-Unis, elle se rapproche évidemment des régimes qui lui sont opposés, et notamment de l'Iran, qui est évidemment le seul grand allié possible pour les Russes dans la région du Proche-Orient, mais aussi en Asie centrale, une fois qu'on sort des ex-républiques soviétiques. Alors, Luc, vous parlez souvent des fronts géopolitiques, et partant de là, on a quand même envie de savoir quels sont les alliés de l'Iran et quels sont ses adversaires. Pour comprendre la situation géopolitique,
on a deux fronts qui s'affrontent. Le premier, c'est le front iranien. Il s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'alliance entre Téhéran, le régime bassiste de Damas et le Hezbollah libanais, alliés à certaines forces nationalistes libanaises, notamment des forces chrétiennes, mais aussi au parti basse d'obédience damassène au Liban. Une alliance qui n'a pas été évidente au départ et qui reposait purement sur des critères géopolitiques, puisque le Baas est à l'origine un grand parti laïque et séculier, et que l'Iran est un régime chiite islamique. La deuxième pilier du front iranien, c'est une politique de développement en Asie centrale et au Caucase. L'Iran, Téhéran s'est cherché des alliés et il a pris évidemment comme allié l'Arménie pour des raisons que je vais vous expliquer et également la Russie. L'Arménie, pourquoi? Parce qu'il y a une opposition entre Téhéran et l'Azerbaïdjan, je vais vous en parler. Téhéran soutient donc la position arménienne dans le conflit gelé entre l'Arménie, la République arménienne autoproclamée du Nagorno-Karabakh et l'Azerbaïdjan. C'est un des conflits gelés qui ont éclaté lors de l'implosion de l'Union soviétique après 1990-91. Et donc une république arménienne a été proclamée dans une région de l'Azerbaïdjan qu'on appelle le Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh, et qui est à majorité arménienne. Face à cela, il y a un front israélien qui repose sur une diplomatie réaliste, c'est-à-dire que Israël s'est appuyé sur les régimes pro-occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord un premier pilier qui est une alliance de facto mais honteuse entre les monarchies du Golfe, le Qatar, l'Arabie saoudite et Israël, honteuse puisque officiellement ce sont des gens qui donnent des leçons d'islamisme. La deuxième pilier, c'est évidemment l'amitié avec les USA, amitié un peu forcée que moi j'ai appelée amitié parasitaire, comme vient de le démontrer le dernier voyage de Netanyahou aux États-Unis. Il y a l'expansion d'Israël en Asie centrale et au Caucase, qui repose sur deux États. Le premier, c'est l'Azerbaïdjan, c'est le plus proche allié d'Israël. Le second, c'est la Géorgie. C'est une alliance qui a des hauts et de bas au fur et à mesure que les régimes changent. Elle était très forte au temps de Saakashvili, mais au sein de cette alliance, il y a un immense danger pour Israël, c'est-à-dire que cette alliance entre Tbilissi et Tel Aviv a des relents de politique anti-russe, et donc Israël craint terriblement, évidemment, que la Russie bascule dans le camp des adversaires ouverts d'Israël. La Géorgie est en train, va de revenir, c'est mon analyse, l'un des points forts de cette alliance israélienne, parce que les Américains, Obama, veulent absolument en prendre le contrôle, et il y a un projet très bien avancé de créer une super base de l'OTAN pour former les armées des pays associés à l'OTAN, Ukraine, Moldavie, Roumanie et Géorgie, et ça se ferait donc près de Tbilissi. Alors, Luc, ce que vous dites est très intéressant. On veut aussi quand même comprendre l'Iran dans cette confrontation. Comment évolue-t-il? Au milieu de tout ça, donc, ce que l'on voit, c'est l'émergence de l'Iran comme une grande puissance régionale. Il faut constater quelque chose, Bachir, c'est qu'on est vraiment avec le cas de l'Iran dans un cas d'école, un cas véritablement spécial exemplaire de la géopolitique, puisque vous savez que la géopolitique est l'attribut des rôles aux États en fonction de leur population, en fonction de leur régime, mais aussi en fonction de leur situation géographique.
Le principal ennemi d'Israël, la grande puissance régionale, c'était l'Irak de Saddam Hussein, précisément, qui était le grand adversaire de Téhéran. Il y a eu une guerre de 8 ans entre eux. Une fois Saddam Hussein écarté, éliminé par les Américains de la façon que l'on sait, l'Irak a automatiquement perdu son rôle. C'est un État maintenant faible et failli, et c'est l'Iran qui en a hérité et qui, exactement dans les mêmes conditions que l'Irak, l'ancien Irak bassiste, est en train d'émerger comme puissance régionale, s'allie avec la Russie comme Saddam Hussein était allié au pacte de Varsovie et à l'URSS. La légende d'un Saddam Hussein allié de l'Occident, c'est une légende qui était répandue par les Américains eux-mêmes et par de mauvais analystes. Et enfin, évidemment, c'est ce qui fait que l'Iran est devenu le principal adversaire maintenant d'Israël. Merci Luc Michel. Alors, avant d'entamer la dernière phase de nos analyses, on va proposer donc quelques secondes d'un extrait du discours de Benjamin Netanyahou. C'était le 5 mars à Washington, devant les deux chambres parlementaires des États-Unis d'Amérique, le Sénat et bien sûr le Congrès. Un discours plutôt triomphal. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu. Thank you. Speaker of the House, John Boehner, President Pro Tem, Senator Orrin Hatch, Senate Majority Leader Mitch McConnell, House Minority Leader Nancy Pelosi, and House Majority Leader Kevin McCarthy. I also want to acknowledge Senator Democratic Leader Harry Reid. Harry, it's good to see you back on your feet. I guess it's true what they say, you can't keep a good man down. By the opportunity to speak for a third time before the most important legislative body in the world, the U.S. Congress. I want to thank you all for being here today. I know that my speech has been the subject of much controversy. I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention. I want to thank you, Democrats and Republicans, for your common support for Israel, year after year, decade after decade. Voilà, pour conclure, Luc Michel, parlons donc de l'évolution des négociations, du dossier des négociations sur le nucléaire iranien. On a l'impression ici que Benjamin Netanyahou vient de marquer des points sur Barack Obama. Bachir, en dernière analyse, en conclusion, je vais vous parler de l'évolution du dossier des négociations entre l'Iran et ce qu'on appelle le groupe 5+1, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne.
nous avons vécu, à l'occasion du voyage de Netanyahou aux États-Unis, des scènes incroyables lors de sa prise de parole devant la réunion conjointe du Congrès et du Sénat des États-Unis, dont ce qu'on appelle les deux chambres réunies, où il a vécu littéralement un triomphe, où il a fait l'objet de nombreuses et inlassables stand-up ovations. La majorité des congressmen et des sénateurs américains étaient là, à l'exception de quelques dizaines d'élus démocrates qui ont pris le parti d'Obama. Il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que Netanyahou est là à l'invitation des sénateurs républicains. Il est là contre l'avis et contre le choix d'Obama, et il est là en fait pour torpiller les négociations avec l'Iran qui se sont tenues jusqu'ici à Vienne. Il faut constater une seconde chose, Bachir, parce que ces scènes sont assez incroyables, c'est-à-dire qu'il faut les visionner. C'est un Netanyahou sûr de lui et dominateur qui prend la parole là-bas comme un chef d'État non pas étranger, mais comme un patron, le patron des congressmen et des sénateurs américains. Les suites, elles ont été immédiates. Ce lundi matin, un groupe de 54 sénateurs républicains ont adressé une lettre au peuple iranien qui est une insulte et un camouflet incroyable à Obama et à son administration. Il faut ajouter que déjà des élus démocrates et des congressmen se sont associés à cette lettre, qu'elle a été applaudie des deux mains par le gouvernement israélien et par le lobby israélien EIPAC. Et évidemment, que dit cette lettre? Eh bien, les sénateurs rappellent que ce sont les chambres américaines qui décident et absolument pas Obama, que leur signature pour approuver tout accord de paix est nécessaire. Derrière eux, il y a évidemment l'EIPAC qui a déjà fait son choix. Il rappelle à Obama qu'il ne sera plus président dans moins de 2 ans, et certains ajoutent que eux sont là pour plusieurs décennies en tant qu'élus. C'est une arrogance parlementaire. Le rappel du pouvoir du Congrès, qui est fait d'une façon très sarcastique vis-à-vis des Iraniens, résume la situation. Luc Michel, et qu'en est-il de la thèse du complot du grand théâtre américano-israélien qui préparerait une guerre contre l'Iran? Il y a évidemment dans cette affaire les théoriciens du complot qui sont intervenus. C'est un petit groupe d'intellectuels russes et français pour la plupart qui, derrière toute grande situation, développent des théories du complot. Je les ai toujours dénoncées. Je pense qu'elles sont une manière incapacitante parce que la théorie du complot empêche d'agir. On a donc expliqué qu'il s'agissait d'une comédie entre Obama et Netanyahou, que tout était décidé depuis 4 ans. Ce n'est absolument pas vrai. Aucun président américain, même dans le cadre d'une comédie, n'aurait accepté l'humiliation publique qui a été donnée à 3 reprises au cours des 10 derniers jours, lors du discours de Netanyahou devant l'EIPAC, lors du discours de Netanyahou devant les chambres américaines réunies, et aujourd'hui avec la lettre de ces sénateurs républicains au peuple iranien. Cette lettre, évidemment, Bachir, elle vide les négociations de tout sens. Elle explique que c'est le parti de la guerre aux États-Unis qui l'a emporté. Et évidemment, on ne peut comparer cela qu'avec ce qui se passe avec la Russie. Poutine fait preuve de bonne volonté, obtient des concessions trop importantes des républiques de Donetsk et de Lugansk qui l'ont emporté militairement sur le terrain lors des accords de Minsk II, et il est immédiatement le lendemain à Bruxelles récompensé par la reconduction des sanctions anti-russes. C'est expliquer que la diplomatie ne sert à rien face aux Occidentaux. Luc Michel, pour finir, que disent exactement ces sénateurs américains dans leur lettre au peuple iranien? Que disent les sénateurs? Ils laissent entendre que ce sera, évidemment, qu'il n'y aura pas d'accord avec les menaces de guerre qu'il y a des lieux, si l'Iran ne démantèle pas la totalité de son
programme nucléaire, y compris ses centrales nucléaires et le nucléaire civil. Téhéran n'acceptera évidemment pas. Au milieu de tout ça, les membres non américains du groupe 5+1, particulièrement les Français, les Allemands, qui sont les alliés de Washington, eh bien, ils doivent avoir compris qu'ils ne comptent pas, qu'ils n'existent pas pour Washington. C'est l'oligarchie américaine, l'oligarchie qui siège au Sénat, à la Maison-Blanche et qui dirige le lobby militaro-industriel américain, qui décide seul de la politique mondiale. Derrière tout cela, il y a de nouvelles sanctions qui sont annoncées contre l'Iran. On est de nouveau dans la même perspective que celle de Minsk I et Minsk II. Que veulent les sénateurs? C'est obliger Obama à s'aligner sur la position de l'AIPAC et du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Ils ont déposé un projet de loi qui obligerait Obama à soumettre aux chambres réunies, à commencer par le Congrès, tout accord signé avec les Iraniens, avec un report de 60 jours de toute signature. C'est évidemment le torpillage de toute solution. Cette décision, la conclusion de ce dossier, évidemment, c'est qu'on avance dans une période que j'ai qualifiée d'avant-guerre. Il ne faut plus se faire d'illusions. L'Amérique est entrée dans une décennie décisive. Elle sait que dans les 10 années qui viennent, elle a encore la supériorité économique, militaire et politique, et elle entend jouer son va-tout comme un joueur fait banco au casino pour, comme le disent ses idéologues et ses géopoliticiens, rester la superpuissance du XXIe siècle. Le parti de la guerre, lui, il va aussi l'emporter. Dans 15 jours, il y aura des élections en Israël. On sait déjà, on a compris que fort de cet immense succès diplomatique, avec une opinion publique israélienne likoudisée, marquée à droite, évidemment, Netanyahou va gagner ces élections. Et se profile la prochaine élection américaine, avec en embuscade celui qui sera vraisemblablement le candidat du Parti républicain. Il s'agit de Jeb Bush, le fils de George Bush I et le petit frère de George Walker Bush. C'est aussi, précisons-le, et ce sera ma conclusion, Jeb Bush est un des signataires du projet pour un 21e siècle américain, ce qu'on appelle le PINAC, et c'est un néoconservateur, un néocon. Merci à vous, Luc Michel, donc, pour vos analyses qui passionnent toujours nos téléspectateurs. À vous également, téléspectateurs d'Afrique Média et d'EOD TV, on vous dit merci d'avoir suivi encore une fois cette édition du Grand Jeu. Vous le savez, nous sommes au cœur de la géopolitique mondiale. On va se quitter, les programmes se poursuivent sur Afrique Média et EOD TV. On se quitte donc sur ce court extrait d'un autre discours de Benjamin Netanyahou. À très bientôt. Iran attacks America and its allies through its global terror network. It blew up the Jewish Community Center and the Israeli embassy in Buenos Aires. It helped al-Qaeda bomb U.S. embassies in Africa. It even attempted to assassinate the Saudi ambassador right here in Washington, D.C. In the Middle East, Iran now dominates 4 Arab capitals: Baghdad, Damascus, Beirut, and Sana'a. And if Iran's aggression is left unchecked, more will surely follow. So at a time when many hope that Iran will join the community of nations, Iran is busy gobbling up the nations.